be seated. Please continue. Vous pouvez poursuivre, Madame Gustafsson. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit avant la pause, la version de la défense d'une campagne militaire censément légale est émaillée de contradictions au point tel qu'elle en est intenable. Par exemple, la défense prétend que des ordres demandant le respect des normes internationales ont été promulgués et transmis par la chaîne hiérarchique, que les soldats et officiers étaient formés à cet effet, à ce sujet, et respectaient constamment ces normes. Par exemple, paragraphe 1950, 1952, 1907, 1911, 1948, 1951 du mort de la défense. Par ailleurs, la défense déclare que les soldats et officiers de la SRK étaient des habitants du Dieu, sans formation ni expérience, et que ce manque d'expérience et de formation nuisait au commandement et au contrôle et occasionnait des problèmes fréquents de discipline et de désobéissance. Paragraphes 2329 et 2330. Donc, la défense, d'une part, parle d'une campagne militaire intégralement respectueuse du droit international humanitaire, une théorie absolument réfutée par le poids des preuves démontrant le contraire, et d'autre part, elle avance un deuxième argument secondaire incohérent qui semble avoir pour but d'expliquer ces preuves. Cet argument secondaire succombe également face aux preuves accablantes qui démontrent que la campagne était orchestrée au plus haut niveau et mise en œuvre efficacement via une structure de contrôle et de commandement impressionnante. Voir notre mémoire, paragraphe 602, 642, 682, 680 et 682 à 697. Dans un autre exemple de ce type, la défense prétend qu'il était impossible de distinguer les civils des combattants par leurs vêtements et que de ce fait, les forces de la RCRK devaient présumer que toute personne s'approchant du front et apporter des armes d'infanterie représentait une menace et pouvait être une cible potentielle. Fin de citation. Paragraphe 1907 à 1908. Ailleurs, la défense prétend que les membres de la SRK prenaient toutes les mesures de précaution nécessaires et s'abstenaient de tirer s'il existait un risque de tirer sur des civils. Paragraphes 1911 et 1925. Ici encore, ces affirmations incohérentes semblent vouloir faire état d'une campagne militaire légale tout en cherchant à expliquer la masse de preuves démontrant le contraire. Et tout en faisant ces allégations sur les mesures de précaution prétendues qui ont été prises, la défense balaye de la main des éléments de preuve contradictoires de ses propres témoins, tels que Slavko Gengo, qui a admis avoir répondu librement à des tirs en lançant des obus dans des zones urbaines à plusieurs kilomètres de ces zones en ne prenant aucune mesure de précaution. Page de compte rendu 29 781 à 82. Et alors que la défense cite Miles Ladoyer, à la page 29 780 à 782, pour avancer que les pertes civiles ne pouvaient toujours pas être exclues, Ladoyer reconnaît que les tirs sur les zones urbaines comprenaient des pertes civiles fort probables. Mais comme Gengo, il a affirmé que c'était le problème de l'autre camp et pas le sien. Page du compte-rendu 30 573. Gengo et Sladoyer, dans leur description de réponse aux tirs de l'armée de Bosnie-Herzégovine, lorsqu'ils ont lancé des obus sur des zones peuplées par les civils, en méprisant totalement les risques encourus pour la population, illustrent un niveau de disproportionnalité qui indique une intention de cibler les civils ou des objets civils. Quoi qu'il en soit, les éléments de preuves accablants montrent que la grande majorité des bombardements du SRK à Sarajevo ne ciblaient que des civils ou des zones civiles et ne répondaient même pas à des tirs de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
Je vous renvoie à cet égard au paragraphe 731 à 732 et 765 à 771 de notre mémoire. Dans le contexte des tirs isolés, au paragraphe 2171 à 73, la défense affirme que les tireurs isolés du SRK n'ont jamais eu pour mission de tirer, d'ouvrir le feu sur des civils, et se fondent presque exclusivement sur des affirmations improbables qui servent leurs propres intérêts de Galić, Milošević et d'autres officiers du SRK. Ceci inclut, au paragraphe 2172, des affirmations étonnantes de Dragomir Milošević, à page du compte-rendu 32821, disant que les tireurs isolés du SRK n'ont jamais ouvert le feu sur des civils. Une allégation à laquelle la défense ne croit même pas, vu que juste avant ce paragraphe-là, la défense reconnaît des pertes civiles au moyen de tirs isolés, attribuant cela à des tireurs isolés incontrôlés. Et quelle est la source de cette proposition contradictoire? C'est encore Dragomir Milošević. Ce genre de contradiction imprègne les arguments de la défense. Dans un autre exemple, au paragraphe 1959, le mémoire de la défense nous dit, et je cite, « Une évaluation ou des évaluations nécessaires ont été menées avant toute campagne de bombardement afin d'évaluer la possibilité de dommages collatéraux. » Fin de citation. Là, on cite encore Milošević, page du compte-rendu 32582. Mais Milošević n'a pas affirmé cela. En lieu de cela, il a apporté une autre affirmation totalement incroyable selon laquelle le SRK n'avait jamais tiré sur des zones où des civils étaient présents. Mais il n'a rien dit sur les dommages collatéraux et leur évaluation. Et au lieu de répéter fidèlement un tel mensonge, la défense l'adapte pour qu'elle corresponde à son paradigme de campagne légitime, tout en essayant d'expliquer des éléments de preuve totalement contradictoires. De même, au paragraphe 1952, la défense cite les éléments de Veljović, disant que l'on avait interdit aux brigades de tirer sur des cibles dans des zones telles que Krasno, Bastarcia et l'hôpital. Même si Veljović avait mentionné ces emplacements spécifiques dans le passage cité, il a continué sa réponse en balayant du revers de la main ces affirmations selon lesquelles on avait interdit de tirer sur des cibles, entre guillemets, en profondeur, dans la ville ou dans des quartiers urbains. Fin de citation. Et a attribué les tirs d'obus qui avaient atterri sur la ville à des données incorrectes ou de la poudre mouillée. Page 29282 à 283 du compte-rendu d'audience. C'est encore là un témoignage peu digne de foi que la défense a choisi pour en faire quelque chose de plus acceptable. Au paragraphe 1937, nous le voyons à l'écran, la défense unit un déni général du fait que les unités du SRK avaient tiré sur l'hôpital de Koševo, des écoles, des crèches ou des bâtiments commerciaux, à une affirmation totalement non pertinente selon laquelle toute décision de tirer sur ces bâtiments aurait été prise en compte s'il y avait eu des civils et aurait évalué s'il s'agissait d'une cible militaire qui posait un danger. Ces affirmations contradictoires sont fondées sur la déposition de Milošević, page du compte-rendu 33136 à 138, où il nie catégoriquement avoir tiré sur ces emplacements. Mais après cela, il a admis avoir tiré sur ces emplacements dans certaines circonstances. Un autre effort vain d'expliquer les bombardements du SRK sur des zones civiles, loin des lignes de confrontation, se retrouve au paragraphe 1953 où la défense affirme, et je cite, que le SRK avait des informations de cibles militaires au plus profond du territoire du premier corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine, notamment des QG de commandement. Fin de citation. La défense
ne tient pas compte de la déposition de Milosevic, qui nous dit que le SRK n'avait jamais tiré sur des postes de commandement de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Page du compte rendu 3127 à 33129. Un aveu qui correspond aux observations d'observateurs internationaux. Konings, par exemple, a expliqué qu'il avait mené une enquête sur des bombardements près des postes de commandement de l'armée de Bosnie-Herzégovine, mais qu'ils étaient rares et que la plupart des impacts d'obus étaient loin de cibles militaires. Paragraphe 30 de la pièce P 1953. De même, Fraser a expliqué que pendant toute la durée de sa période à Sarajevo, l'armée de Bosnie-Herzégovine et le premier corps, le QG du premier corps, n'a jamais été bombardé. Page 8006 à 8007. J'aimerais à présent passer des efforts de cette défense à inscrire les éléments enchevêtrés de ces témoins sur le SRK dans sa version des événements. Donc passer de cela aux efforts sporadiques d'inscrire les documents dans sa version d'une campagne militaire supposément légitime. Et ces efforts s'enlisent dans les contradictions. Par exemple, au paragraphe 1944, l'on affirme que, et je cite, « les ordres répétaient de ne pas cibler les civils ». Fin de citation. On cite là l'ordre de Milosevic, pièce D 2580. Cet ordre ne dit nulle part que les civils ne devaient pas être ciblés. Cependant, il dit au paragraphe 4, et je cite, « N'oubliez pas les représailles, les mesures de représailles ou toute autre question qui doit devenir prioritaire en cas de combat. » Fin de citation. Au paragraphe 2, l'ordre instruit également les brigades de ne pas attendre des décisions du commandement de corps sur des, et je cite, questions mineures telles que, je recite, devrions-nous bloquer la Fort Pronu, fin de citation, ou, je cite, devrions-nous saisir des armes qui sont sous le contrôle de la Fort Pronu, fin de citation. Et ces instructions, donc ces ordres de Milosevic, contredisent directement les allégations de la défense reprises ailleurs, par exemple au paragraphe 1838 jusqu'au paragraphe 1844, où la défense décrit les efforts censés être sincères des dirigeants pour placer l'artillerie du SRK sous le contrôle de la Fort Pronu et la fidélité presque totale aux prescrits de l'accord. Mais je dois dire que ces allégations sont également totalement démolies par les éléments de preuve sur lesquels on se fonde. La seule source de cette intention sincère supposée des dirigeants serbes de Bosnie de respecter la zone d'exclusion totale et son accord décrit au paragraphe 1841 est l'affirmation éhontée de Vladimir Lucic à cet effet. Qu'a dit Lucic, cependant, lorsque on lui a montré des documents contradictoires, eh bien, il disait ne rien savoir et répétait que son unité se trouvait à 70 km de Sarajevo à ce moment-là et qu'elle faisait face à l'autre direction. Je fais référence là aux pages du compte-rendu 30792 à 30797. Là encore, cette partie de sa déposition ne se retrouve pas dans le mémoire de la défense. Au paragraphe 1932, la défense cite la pièce D 2810. Il s'agit des ordres censés être stricts du général Galic pour limiter le comportement qui n'était pas légitime au combat. Comme vous le voyez, cet ordre interdit l'utilisation d'armes de gros calibre sans préavis. Mais cet ordre ne dit rien sur la limitation d'un comportement illégitime. Et l'exercice du contrôle du commandant du corps sur les armes de gros calibre jusqu'à nouvel ordre est totalement cohérent avec les énormes éléments de preuve qui montrent que la campagne de terreur était contrôlée au niveau central. Paragraphes 614 à 627 et 654 à 659 de notre mémoire. Le mémoire de la défense se fonde également sur l'ordre de Mladic qui
se retrouve dans la pièce P2419 et qui reflète la réaction de Mladic lorsqu'il y a eu découverte du fait que les autorités locales et le commandant du SRK planifiaient de retirer les armes contrôlées par la Forpronie et de les utiliser pour tirer sur des cibles civiles à Sarajevo. Et la défense cite cet ordre 2 fois et le décrit mal à 2 reprises, comme le montre ce transparent. Au paragraphe 1934, le mémoire de la défense cite « Le général Mladic a interdit l'utilisation d'armes de plus gros calibre sur des cibles civiles. » Alors qu'au paragraphe 1949, le document, le mémoire nous dit « Ratko Mladic a interdit de tirer à partir d'armes de gros calibre sur des cibles à Sarajevo sans son approbation. » Fin de citation. Alors, que nous dit cet ordre en fait? La pièce P2419 nous dit, je cite, « J'interdis de tirer avec des armes de gros calibre sur des cibles civiles à Sarajevo sans mon approbation. » Fin de citation. Les termes de cet ordre montrent clairement que tirer sur des civils à Sarajevo est un comportement accepté, tant que les conditions de Mladic sont réunies, c'est-à-dire des armes de petit calibre ou l'approbation de l'état-major principal. Confronté à cela, la défense contourne ces termes pour faire valoir sa thèse trompeuse. La défense ne tient pas non plus compte des raisons expresses de cet ordre. Mladic déclare que le retrait planifié des armes contrôlées par la Forpronie pour tirer sur des civils à Sarajevo pourrait, et je cite, avoir des effets négatifs de grande envergure sur le peuple serbe. Fin de citation. Il ne parle pas d'effets négatifs que cela pourrait avoir sur les civils à Sarajevo sur qui l'on tire. Et la pièce P2419 contient également un avertissement manuscrit disant, je cite, « Les équipes des Nations Unies ont été invitées à identifier les actions de combat visant nos positions de combat. » Fin de citation. En d'autres mots, il s'agit encore là d'un exemple de modulation. Mladic empêche les violations de l'accord de zone d'exclusion totale dans un effort d'éviter une intervention internationale. Et cela montre davantage le contrôle centralisé exercé sur cette campagne de terreur. Là encore, il s'agit encore d'un effort inutile de la part de la défense pour inscrire ces éléments de preuve dans sa version de la campagne. Au paragraphe 2392 à 95, la défense affirme que les SRK avaient été forcés par l'autre camp de faire la guerre à Sarajevo de la façon dont il l'a fait. La pièce maîtresse de cet argument est l'affirmation selon laquelle, et je cite, des tirs venaient de partout, de toute la ville. Je cite là le paragraphe 2393. Et la défense cite 101 rapports de combat du SRK entre 1992 et 1994. Lorsque l'on examine vraiment ces rapports, il est clair qu'ils n'étayent pas les affirmations de la défense. La grande majorité de ces rapports font état de tirs de l'armée de Bosnie-Herzégovine provenant de zones non peuplées, où il y a des positions de l'armée de Bosnie-Herzégovine telles que le mont Igman, Juch, Hum, des positions sur la ligne de front telles que Butmir, Mojmilo ou Jasnica, ou des zones dans le cercle extérieur à des kilomètres de Sarajevo. Seuls 16 des 101 rapports de combat indiquent des tirs d'artillerie ou de mortier provenant du centre-ville. Et malgré les affirmations répétées des témoins de la défense disant que la capitale de Koševo et sa zone étaient une source notoire de tirs de la BIH, seul un de ces 101 rapports indique des tirs sortants venant de cette zone, c'est-à-dire la zone de l'hôpital de Koševo. Je cite là la pièce D3411. Pour la plupart, la défense n'a pas voulu répondre aux éléments de preuve apportés par l'accusation qui contredisent directement sa version de la campagne.
et les quelques efforts qu'elle a tentés pour se faire s'effondrent. Par exemple, au paragraphe 1962, la défense affirme, c'est inouï, que les observateurs des Nations Unies n'avaient jamais demandé aux Serbes de Bosnie de cesser le feu et qu'ils n'avaient jamais fait rapport d'une utilisation illégale de tirs d'artillerie. Fin de citation. Et là, on cite les éléments de preuve de Dusan Shkrba. La défense a pris la déposition d'un témoin dont l'expérience était limitée dans le temps, d'un point de vue géographique et d'un point de vue institutionnel, et on a fait une proposition tout en ne tenant pas compte du tout des énormes éléments de preuve en l'espèce qui montraient le contraire, entre autres des reconnaissances de la part de Galić, Milošević, disant qu'ils avaient reçu des protestations. Page du compte-rendu 37 641 à 44 pour Galić, notamment. Le seul effort direct de la part de la défense pour répondre aux observations persistantes du personnel des Nations Unies se retrouve au paragraphe 1960, où la défense affirme, je cite, « Lorsque le SRK a tiré un petit nombre d'obus pour arrêter uniquement les tirs ennemis, et donc a fait preuve de retenue, cela, quelquefois, s'expliquait par des observateurs des Nations Unies comme des tirs de harcèlement ou de terreur contre des civils parce qu'ils n'étaient pas concentrés. » Fin de citation. Alors cela décrit faussement les éléments de preuve des professionnels de l'armée et des professionnels des Nations Unies qui ont convenu que le SRK avait pour habitude de tirer un ou deux obus dans des zones civiles, et ce de façon aléatoire, sans aucun objectif militaire, et que la seule explication était de cibler des civils. Konings, par exemple, l'a expliqué. Et il nous dit que les tirs concentrés seraient nécessaires pour détruire une cible militaire, alors que ce qu'il avait observé à plusieurs reprises était que des obus atterrissaient de n'importe quelle cible militaire sans aucun schéma purement militaire. On ne faisait que tirer dans la ville et on savait très bien que l'on toucherait quelque chose. Je fais référence là à la pièce 1953, paragraphes 30, 35, 38 et 96. Brennskog explained, quote, in my experience, Ou comme Brennskog l'a expliqué, et je cite, « De par mon expérience, des tirs uniques ne font pas partie d'une offensive militaire normale. Il n'y a pas d'avantage militaire précis. Ceci me montre ou me prouve que l'objectif de ces tirs n'était pas d'arriver à toucher des cibles militaires, mais de terroriser la population civile. » Fin de citation. Pièce 1851, paragraphe 31. Je continue la citation. Il a ajouté que cela était arrivé à plusieurs reprises en juin 1995 et qu'il y a eu plusieurs pertes civiles et purement civiles. Notre mémoire reprend également cet exemple au paragraphe 731 à 732. Les bombardements référencés illustrent ce modèle de tir ou un petit nombre de coups dans des zones civiles. Par exemple, l'élément G5 nous dit que plus de 10 personnes qui faisaient la queue pour puiser de l'eau ont été tuées par un tir de mortier unique qui a explosé. Ou l'élément G6 qui nous dit que des tirs de mortier sur Alapachino-Polier ont tué 6 enfants qui jouaient dans la neige. Ou l'élément G8, un tir de mortier explose au marché de Marcalais et fait plus de 60 victimes et en blesse plus de 140. Il n'y a aucune retenue lorsque des obus mortels ont été lancés dans des zones peuplées par des civils sans aucune fin militaire. Ceci visait visiblement le fait de répandre la terreur parmi la population civile. Lorsque ces affirmations ont été faites sur une soi-disant retenue de la RSK, la défense fait fi simplement des éléments de preuve, à savoir des bombardements indiscriminés de la RSK sur la ville, bombardements qui ont eu lieu pendant toute la durée de la campagne. Bombardements au cours desquels, je cite, les tirs pleuvaient sur tout Sarajevo. Van Linden
qui le décrit à G2, pièce P 926, paragraphe 55, où les bombardements coordonnés de façon très précise, à la fois le 24 décembre 1992 et le 7 janvier 1993. Bombardements au cours desquels, à minuit précise, chaque fusil bosno-serbe, mortier et char ont été déployés dans un tir de barrage massif sur toute la longueur et largeur de la ville. Même si, je cite, il n'y avait que très peu de cibles militaires à Sarajevo qui pouvaient être visées par des armes lourdes dans l'obscurité. Traka, P 4203, paragraphes 109 à 114. D'autres exemples dans notre mémoire en clôture au paragraphe 727 et 736. La défense fait valoir qu'il y a eu une campagne précise, prudente et légitime qui ne peuvent même pas correspondre à un début d'explication pour ces bombardements massifs et indiscriminés de la RSK. La défense raconte sa version de cette campagne comme s'il s'agissait d'événements qui ne s'étaient tout simplement pas produits. La version de la défense au sujet de la campagne ne permet pas d'expliquer les incidents de pilonnage et de tirs isolés, et événements qui illustrent le caractère systématique de ces tirs contre des civils qui, visiblement, n'exerçaient que des activités civiles, des enfants qui jouaient, des femmes qui ramassaient de l'eau, des civils qui allaient faire leurs courses pour rechercher l'aide humanitaire, très éloignés d'un quelconque cible militaire ou action militaire. Confrontée à ces éléments de preuve, la défense a fait venir deux témoins experts, Mile Poparic et Zora Subotic, qui ont élaboré des théories compliquées pour établir que la SRK n'est pas responsable d'un quelconque tir de tireurs embusqués, mortier ou événement, ou tir d'artillerie, et à l'égard des bombes aériennes modifiées qu'il s'agissait d'armes précises qui pouvaient être lancées seulement contre des cibles militaires. À l'annexe C de notre mémoire, nous avons expliqué comment ces théories relèvent de la conjecture et sont peu fondées. Nous avons, dans certains cas, estimé que ces exemples étaient tout simplement absurdes. Confère paragraphe 712, 43, 47. Et nous avons abordé leurs théories concernant les faits répertoriés, certains faits. Nous avons fait un échantillonnage des faits répertoriés de la défense que nous avons analysés, paragraphes 9, 11 et 45. Aujourd'hui, je vais parler de la façon dont ces méthodologies viciées sont omniprésentes dans les analyses concernant les faits cités dans les annexes au sujet des pilonnages et tirs embusqués et d'autres exemples cités par la défense et faits répertoriés par la défense dans sa mémoire en clôture. Un des arguments soulevés par la défense à différents moments de son mémoire en clôture comprennent ces faits répertoriés, le fait que les autorités de Bosnie étaient responsables des attaques contre leur propre peuple dans l'idée de provoquer une intervention militaire. Paragraphe 1968 à 1979, 2181 et 2311. La défense fait valoir que plusieurs incidents de ce genre se sont produits, fin de citation, paragraphe 1976. Cet argument constitue rarement une analyse véritable d'événements réels. Dans la plupart des cas, les éléments présentés par la défense sont fondés sur des rumeurs et ne constituent que de vagues allégations qui vont au-delà du domaine des connaissances des témoins individuels. Confèrent les témoins qui n'ont que peu de crédibilité, notamment les affirmations vagues de Milosevic, de Galic, de Serenac, citées au paragraphe 1976, et de Milorad Ceovac dans sa déclaration qui dit avoir entendu des rumeurs à cet effet mais n'avait pas d'informations directes. Dès 2633, paragraphe 38, cité au paragraphe 2181. La défense déforme et dénature également les éléments de preuve. Par exemple, pour étayer son allégation au paragraphe 1976 que la BIH a pilonné des installations civiles
dans le but de faire porter la faute à tort à la SRK, la défense cite 3 rapports de combat de la RSK. Aucun de ces rapports ne dit quoi que ce soit au sujet du fait que la BIH tirait sur sa propre population. D 3411, D 3424 et D 3442. La défense dénature également toute une série d'éléments de preuve à charge, notamment les éléments présentés par Harlan, Thomas, Mull et Fraser. Dans un exemple typique, la défense affirme au paragraphe 1972 que Fraser se souvient même du fait que des soldats français ont rencontré une équipe de télévision musulmane qui ont filmé une attaque mise en scène en présence d'enfants pour que ceci soit utilisé à la télévision contre les Serbes. Dans la réalité des choses, Fraser ne se souvenait pas, entre guillemets, de cela. Il a dit dans sa déposition qu'il avait entendu des récits à cet effet, mais qu'il n'avait jamais vu un film de ce genre. Page du compte-rendu d'audience 8051. La défense poursuit en affirmant que l'appréciation de Fraser était que les autorités musulmanes étaient coupables d'avoir pris pour cible des civils, en laissant entendre manifestement qu'il faisait référence au fait qu'il avait pris pour cible leur propre population. Cependant, Fraser a dit dans le passage cité de façon très claire que ceci n'était pas le cas. Il a dit ne jamais se souvenir qu'il y avait une quelconque politique de la BIH visant à prendre pour cible leurs propres civils. Page du compte-rendu d'audience 8054. Comme l'a expliqué Jeremy Byrne, et comme le veut la logique, il eût été impossible de garder secret une théorie du complot comme celle-ci. Et certainement une partie importante de cette campagne, si elle avait été mise en œuvre par la BIH, le monde entier aurait été au courant. Maintenant, confère la déposition de Jay Bowen, P 2068, paragraphe 39. Et la défense a fait ses allégations au sujet du fait que la BIH avait pris pour cible ses propres civils à Sarajevo, qui constitue la pièce maîtresse de sa thèse, une poignée d'affirmations vagues et, en définitive, font surface et soulignent les éléments de preuve et étaye, correction d'interprète, les éléments de preuve présentés par l'accusation, à savoir que la RSK était responsable de la majorité écrasante des attaques contre les civils de Sarajevo, avec quelques exceptions peut-être négligeables. Mémoire en clôture de l'accusation, paragraphe 795. Au vu de preuves irréfutables sur la campagne de tir embusqué de pilonnage de la RSK, l'argument de la défense défie toute logique. Il y avait cette campagne de la RSK, tout effort déployé par les autorités de Bosnie pour prendre pour cible leur propre peuple, pour qu'ils puissent à tort leur faire porter la faute, eût été une stratégie fort risquée qui n'aurait présenté aucun avantage politique. La seule façon concevable dans laquelle les autorités de Bosnie auraient pu imaginer provoquer une intervention militaire de l'Occident de cette manière eût été à ce moment-là de mettre en scène un massacre à grande échelle. Mais lorsque de telles théories du complot sont écartées du domaine de les conjectures et appliquées aux faits réels, tel qu'a tenté de le faire Subotic à G9, concernant G9, eh bien, les explications qui en résultent sont complètement déconnectées de la réalité. Et je vais parler de ces théories déconnectées dans quelques temps. Pour ce qui est de certains faits répertoriés, la défense présente des arguments analogues pour dire que l'accusation n'a pas prouvé que la balle ou l'obus provenait du territoire de la SRK. Cependant, ces arguments se concentrent de façon inadéquate sur l'analyse balistique de l'événement en question. Même si la Chambre devait constater que les éléments présentés les éléments de balistique présentés à eux seuls correspondant à un ou plusieurs faits répertoriés ne permettent pas d'établir de manière concluante qu'il s'agissait effectivement de l'origine du tir qui provenait du territoire de la SRK, ceci n'équivaut pas à un manque de preuves. Même si chaque événement
de tir isolé et de pilonnage, par exemple, si on en tient compte, les éléments de preuve balistiques indiquent clairement et non pas de façon concluante que l'origine du tir provenait du territoire détenu par la SRK. Cet élément de preuve cadre avec un ensemble de preuves plus important, preuves corroborantes qui nous avons mis en exergue à l'annexe C de notre mémoire en appel. Par exemple, de nombreux incidents, l'analyse balistique indique qu'il y avait des sources notoirement reconnues pour indiquer que la SRK prenait pour cible les civils. Les endroits indiqués au niveau des attaques de tireurs embusqués et de pilonnage ne cadrent pas avec le cadre plus général des régions dans lesquelles la SRK prenait régulièrement pour cible les civils. Un nombre important d'attaques et de pilonnages impliquait des tirs de mortier et d'artillerie multiples. De même, de nombreux événements de tirs isolés impliquaient des feux répétés au même endroit, soit avant ou après que la victime ait été touchée. Et un tel comportement ne cadre tout simplement pas avec la théorie précisant que les auteurs tentaient, à tort, de faire porter la faute à la SRK. Et pour ce qui est des tirs et des multiples tirs de balles, ceux-ci augmenteraient grandement le risque de détection et n'apporteraient pas vraiment ne seraient pas vraiment avantageux pour eux. Au niveau de chaque événement répertorié, que ce soit par la nature ou leur effet, ceci cadre avec les éléments de preuve irréfutables pour indiquer qu'une campagne de la SRK pendant 3 ans et demi de pilonnage de tirs embusqués a été menée contre la population civile. En outre, les incidents répertoriés ont fait l'objet d'enquêtes, et ce de façon professionnelle et compétente par des professionnels locaux, et ces résultats ont, dans de nombreux cas, été corroborés par des enquêteurs indépendants des Nations Unies et des experts indépendants. Pour ce qui est d'un des incidents isolés, il n'y a pas d'éléments de preuve crédibles pour laisser entendre que ces enquêtes ont été manipulées d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas non plus d'éléments de preuve indiquant que cela relevait de la responsabilité de la Bosnie. Et comme je l'ai déjà indiqué, les éléments de preuve montrent que les autorités de Bosnie n'auraient pas pu prendre pour cible leur propre population civile avec quelque régularité que ce soit. Et pour ce qui est de la majorité des faits répertoriés, ils n'auraient pas eu un mobile concevable pour le faire. En résumé, l'affirmation qui consiste à dire que les autorités de Bosnie auraient pu être responsables de certains de ces faits répertoriés en se fondant sur une analyse individuelle et peu concluante des analyses balistiques est pour le moins une notion qui relève de la conjecture, et ceci ne donne pas lieu à un quelconque doute raisonnable. Le Président, alors quelle est votre position, Madame Gustafsson, concernant les éléments de preuve qui font allusion au fait que les tirs en direction des tirs de la part de la BIH et visant la Fort Prenu pour provoquer des représailles et pour qu'il y ait une intervention de la part des internationaux. Madame Gustafsson, oui, Monsieur le juge et président, il existe des éléments de preuve à cet effet. Encore une fois, ceux-ci se fondent sur des rumeurs et sont des allégations vagues. Et il y a eu des confessions qui ont été obtenues après que les personnes en question ont été torturées pour un événement allégué. Le président, nous disposons d'éléments de preuve comme quoi, de la part des internationaux également, Madame Gustafsson, c'est exact. Alors, il existe des éléments de preuve à cet effet, mais la différence, Monsieur le Président, c'est qu'il s'agirait à ce moment-là de tirs qui visaient les Nations Unies. Ce serait bon, je ne sais pas quel est l'avantage que l'on peut tirer de cela, peut-être pour provoquer une intervention de la Fort Prenu, par opposition au fait de tirer simplement sur d'autres civils. Il y a à ce moment-là un caractère systématique que nous avons analysé au niveau d'une centaine d'événements qui pourraient en fait présenter un avantage, mais dont le but serait de provoquer une intervention internationale. Donc je crois que le mobile derrière ces deux types d'attaques serait tout à fait différent. Le Président, alors nous avons donc passé outre cette question-là, mais s'agissant de la difficulté qui consiste à faire la guerre dans un cadre ou dans une zone urbaine, l'accusé a cité un exemple d'un mortier mobile. Estimez-vous qu'il existait des mortiers mobiles du côté de la BIH? Et si oui, à quel type de réaction vous attendez-vous du côté des
Business Serbe, comment riposterait-il dans le cas de telles attaques? Oui, il existe des éléments de preuve tout à fait manifestes que l'ABH disposait de quelques mortiers mobiles de Wilson et Ambasevich, par exemple, parle qu'il disposait d'une poignée d'armes de ce type. Et pour ce qui est de la riposte de la SRK, à ce moment-là, le fait que l'exemple qui a été fait plus tôt, où Wilson a remarqué qu'il y avait quelques tirs sortant et qui provenaient du côté de la BIH, et il y a une riposte correspondant à 200 tirs éparpillés dans une zone urbaine très importante. Il a estimé que la riposte était tout à fait disproportionnée. Et là, c'était le cas d'un mortier mobile. Et la riposte illustre une intention qui n'est pas l'intention n'est pas de riposter, mais de prendre pour cible des civils. Dans ce même exemple, dans ce même passage, j'ai parlé de Richard Moles et de sa déposition et d'une observation qu'il a faite, à savoir que la disposition du terrain, lorsqu'il y a eu riposte, eh bien, cela semblait indiquer que l'unité, il y avait de fortes probabilités pour que l'unité ne soit plus au même endroit, ce qui signifie dans ce cas qu'il y avait des tirs de mortier mobile et que le mortier peut être tiré et ensuite on peut rapidement déplacer l'endroit où se trouve le mortier. Donc une riposte, même à retardement, à ce moment-là, serait l'illustration d'une intention qui consisterait à prendre pour cible des zones civiles. Bien sûr, on peut déplacer un mortier différemment également s'il y a, par exemple, si la personne entre dans la ligne de mire d'un tireur embusqué dans ce moment-là. On peut répondre et riposter à une attaque provenant d'un mortier mobile. Correction de l'interprète, il y a différentes méthodes qui consistent à cibler une équipe de mortiers mobiles. On peut leur tirer dessus s'ils sont dans la ligne de mire des tireurs embusqués de la RSK, ce qui bien sûr est beaucoup moins bien précis, mais peut être efficace s'il s'agit de riposter à une attaque d'un mortier mobile. Veuillez poursuivre, Madame Gustafsson. Alors, je souhaite parler maintenant de l'argument de la défense au paragraphe 21, 2163, 2167 de l'accusation. Et que l'expert en matière de tir embusqué de l'accusation ne pouvait pas conclure, s'agissant des faits répertoriés, qu'on pouvait déterminer l'emplacement exact d'où la balle avait été tirée. Par conséquent, l'accusation fait valoir que ceci doit être rejeté dans son intégralité. Paragraphe 2167. La Chambre a précisément demandé à l'accusation de répondre à cet argument. Tout d'abord, la défense a déformé les conclusions de Van der Weyden pour un certain nombre de faits répertoriés, notamment F1, F3, F6, F9 et F12. Van der Weyden a soit conclu que l'on ne pouvait conclure qu'il y avait qu'une seule provenance de tir possible, ou conclure que cela excluait toute possibilité raisonnable que les tirs provenaient du territoire détenu par la BIH. Au paragraphe 19, 27, 29, 36, 38. Et dans chaque cas, ces conclusions concordent avec le fait que les tirs provenaient des positions de mortier de la SRK bien connues. Quoi qu'il en soit, les arguments de la défense constituent ici l'exemple du type d'erreur et des erreurs commises dans les analyses auxquelles je viens de faire référence. La défense tente de façon inconvenante à tirer des conclusions en se fondant simplement sur un des aspects de la déposition. Des éléments de preuve. La défense ignore les conclusions de Van der Weyden et ne tiennent pas compte de l'ensemble des éléments de preuve concernant chaque fait répertorié à l'annexe C de notre mémoire en appel et ne tiennent pas compte des autres facteurs qui penchent fortement en faveur de la responsabilité de la SRK que je viens d'évoquer. Donc, si les juges de la Chambre sont satisfaits de la réponse que j'ai donnée, je souhaite maintenant parler des arguments de la défense sur les incidents, sur les événements répertoriés en tant que tels. Étant donné que je ne dispose que très peu de temps, je souhaite simplement vous présenter un échantillon et être clair parce que des allégations non fiables et conclusions non fiables
sont omniprésentes dans les arguments de la défense sur ce point. Comme je l'ai dit à F1, 13 décembre 1992, l'attaque contre une petite fille de 3 ans, Anisha Peta, qui s'est déchaussée devant sa maison. Comme je l'ai précisé, Van der Weyden a conclu à Bavariastene que le seul endroit possible de l'origine du feu était indiqué à la pièce P1521, page 16. TSI 1995, TSI 1996. La défense conteste ce fait car elle affirme qu'il n'y avait pas le ligne de mire depuis Bavastiania à cet endroit, et que la petite fille de 3 ans, à l'endroit où la petite fille a été touchée, en se reposant sur l'analyse de la ligne de mire de Poparić. Il s'agit là de paragraphes 2184, 2185, D 4884, paragraphe 26-28. Cependant, Poparić s'est fondé dans son analyse de la ligne de mire sur une visite sur les lieux en 2010. La défense ne tient pas compte de ce qu'il dit à l'époque. La maison a été rénovée et il n'était plus possible de se mettre debout ni de s'accroupir à l'endroit exact où se trouvait la victime, T 39267. Donc son analyse sur la ligne de mire est par conséquent complètement viciée. La défense fait valoir au paragraphe 2186 qu'il s'agissait là de la déduction la plus raisonnable et que Anisha Pita a été blessée dans un échange de coups de feu et que cela se fonde en fait sur une conjecture totale de la part de Poparić parce qu'à un moment donné, les parents de la victime ont dit avoir entendu plusieurs tirs. Anisha Pita a sans doute été touchée par une balle qui a ricoché lors de l'échange de tirs. D 4484, paragraphe 31. Au paragraphe 2187, la défense se fonde sur la déposition de Miloš Škerba, qui affirme que la première brigade de Sarajevo, n'avait pas de tireurs embusqués pendant toute la durée de la guerre. Dès 2344, paragraphe 1. Škerba affirme que non seulement cela est peu crédible, mais que cela est contredit par Miletic, un autre témoin à décharge du bataillon de Škerba, qui a expliqué que le bataillon n'avait qu'une escouade de tireurs embusqués subordonnés au commandant. D 2519, paragraphe 31. Quoi qu'il en soit, Škerba a avoué que tous les faits sous-jacents a été d'accord avec tous les faits sous-jacents qui précisait que la SRK pouvait tirer sur l'enfant, à savoir Bavariastene était une position fortifiée de la RSK, tenue par les forces de la RSK qui possédaient des fusils automatiques et semi-automatiques, T 29184, 29194. En quelques mots, cette petite fille de 3 ans, qui était bien évidemment une civile, a été prise pour cible depuis une position qui se trouvait dans la ligne de mire. Concéder les témoins à décharge était tenu par les forces armées et la RSK, armées avec les armes nécessaires pour tirer sur cet enfant. Je souhaite maintenant passer à l'incident F4 du 3 septembre 1993. Le fait d'avoir le tir de Nafat Tarić et de sa petite fille de 8 ans. La défense fait valoir au paragraphe 2200 qu'il y avait une ligne de mire depuis la rue Ozrenska à l'endroit où se trouvait à l'endroit du fait répertorié et qui se fonde sur le rapport de Poparić. Cependant, Poparić se repose sur des photos qui, de ses propres aveux, ont été prises depuis l'autre côté de la rue par rapport à l'endroit où a eu lieu l'événement en question. D 4484, paragraphe 56, images 44 et 45. Ainsi, Poparić a élaboré son analyse de la ligne de mire au paragraphe 56-59, se fondant simplement sur ces photos, et ceci n'est pas pertinent du tout. Quoi qu'il en soit, la défense reconnaît au paragraphe 2204 qu'Ivana Kimadić que cette rue où la victime a été touchée est clairement visible depuis les soi-disant positions de tir citant ainsi des éléments de preuve qui comprennent la photographie dès 2431.
La défense fait valoir au paragraphe 2204 que cet endroit n'était pas visible depuis les positions de la 4e compagnie. Ceci n'est pas pertinent. Les témoins à décharge et un membre de la 4e compagnie, Slobodan Touché-Veliak, a dit dans sa déposition que cette photographie a été prise depuis les positions tenues par la 2e compagnie, le bataillon de la 2e compagnie et de la première brigade mécanisée de Sarajevo, qui était positionnée un peu plus bas dans la rue Osrenska depuis cette position T20. Page du compte rendu d'ordonnance 29 956, 29 957, D 2431, 75 23 967. À titre de comparaison, D 2431 et D 666, cette photographie prise annotée par Van de Weyden, qui a précisé à quel endroit se trouvait le fait en question, démontre à quel endroit se trouvait le lieu exact de l'attaque, qui était clairement visible depuis la position de cette 2e compagnie. Et finalement, la défense se fait valoir au paragraphe 2202 que Van de Weyden a conclu que ce qui s'était passé à la rue Osrenska se trouvait à 1104 mètres de l'événement en question et que ceci déforme la déposition de Van de Weyden, car en fait la distance de la rue Osrenska au fait en question était de 825 mètres, T 7130 et 7131. Je vais maintenant passer à F5, les tirs du 2 novembre 1993 à Ramisa Kundo, contre Ramisa ou sur Ramisa Kundo qui portait de l'eau. La défense fait valoir que ce lieu de cet incident était visible depuis les positions de l'ABH au paragraphe 2210 et qui se fondent sur les affirmations de Poparic dans son rapport. Cependant, lors du contre-interrogatoire, Poparic était d'accord pour dire que qu'on pouvait voir les obstacles à gauche et à droite de l'endroit où avait été trouvée la victime, et ceci est dépeint dans son rapport à l'image 50. Vous voyez un mur de béton à la gauche et le mur plus une tour radio qui constituait un tunnel naturel. Poparic convient en disant que tout champ de tir serait limité par ce tunnel naturel. Fin de citation. Page 39 233. Quoi qu'il en soit, dans son rapport, Poparic a tracé un champ de tir au-dessus de ces obstacles, ce que l'on peut voir à l'image 53 de son rapport, que vous voyez maintenant. Comme vous le voyez, Poparic a décrit un large champ de tir couvrant quasiment 60 degrés, un champ de tir qui ne tient aucun compte de l'existence de ce tunnel naturel étroit qu'il avait lui-même reconnu comme limitant la ligne de mire. Cette omission a permis à Poparic d'élargir ce champ de tir suffisamment plus au sud, comme vous le voyez, pour y inclure également du territoire détenu par la BIH. Lorsqu'on l'a mis devant cette contradiction entre l'existence d'un tunnel naturel et le large espace qu'il a représenté ici, Poparic a reconnu en disant « Oui, bien sûr, tout ceci doit être considéré comme n'étant pas totalement exact, mais il ne peut pas y avoir un grand écart si vous voulez. » Fin de citation. Page 39 233 à 39 234. L'argument de la défense est donc fondé sur une analyse peu fiable, comme ils le reconnaissent, et il n'y a aucune raison de remettre en cause le champ de tir calculé par Van der Weyden. Et cette pièce est la pièce P6364, qui indique le champ de tir calculé par Van der Weyden pour ce fait. Il s'agit de ce triangle vert qui a été superposé sur le champ de tir tracé par Poparic. Les pages du rapport de Van der Weyden figurent à l'image juste en dessous. Comme vous le voyez donc, il n'existait en fait aucune ligne de mire depuis le territoire détenu par l'ABH au sud, tel qu'avancé par la défense. Et Van der Weyden a également exclu le territoire proche juste au sud-ouest du lieu des événements, étant donné que la pente dans la route bloquait la vue des positions qui étaient placées plus loin. Page 1621. Paragraphe 37. Enfin,
Au paragraphe 2210, la défense dit qu'il n'existait pas de ligne de mire depuis les positions de la SRK. Il se fonde sur le paragraphe 72 du rapport de Poparitch, et ceci est contradit d'ailleurs par Poparitch lui-même, qui a reconnu l'existence d'une ligne de mire depuis le territoire détenu par la SRK, au transcript, page 38955. 38955 to 38956. Moving on to F6, the shooting of Sania Devlan as she cycled home in Dobrynia, just after emerging from behind a barrier protecting a bridge. And this is another example where van der Weyden's conclusions were such that the only reasonable possibility for the origin of the origin of fire was an SRK position. He concluded that there was only one other building with a line of sight apart from the Orthodox Church, an ABIH-held apartment building 355 meters from the attack location. However, he excluded this as a source of fire because of the unlikelihood that ABIH troops there... Just a second. There seems to be a problem with French channel. We are getting English. Excusez-moi, le bouton ne s'enclenche pas. Nous avons vraiment des problèmes techniques. C'est la deuxième fois. Toutes nos excuses, madame. Nous n'arrêtons pas de travailler et nous regrettons que vous ne nous entendiez pas. Vraiment désolé. Toutes nos excuses. Van der Weyden a exclu les bâtiments détenus par la BIH à 350 mètres de là comme source de tir, étant donné qu'il était fort peu probable que les troupes de la BIH qui étaient placées se seraient intéressées au pont, et sachant que des troupes de la SRK étaient stationnées dans le bâtiment juste de l'autre côté de la route à l'est. P. 1621, page 50. Il a également éliminé les espaces ouverts environnants car le tireur aurait été exposé à des tireurs de chaque côté, page 7133. Les affirmations de la défense au paragraphe 2217 que la balle, dans ce cas, aurait dû être tirée 0,99 secondes juste avant que la victime n'apparaisse au-delà de la barrière se fondent uniquement sur les supputations peu fiables de Poparitch. Par exemple, sur cette photo, image 59 de son rapport, Poparitch a calculé la longueur approximative de ce qu'il croit être le modèle de voiture présenté dans un article Wikipédia pour calculer la distance approximative parcourue par mademoiselle Devlan après avoir passé la barrière et juste avant d'être tuée par balle. Il estime ensuite le temps qu'il a fallu à madame Devlan pour pédaler sur cette distance alléguée en se fondant sur la prétendue vitesse moyenne atteinte à bicyclette par une femme de 35 ans, selon des études médico-légales d'accidents de la route, sans présenter aucune référence. D. 4488, paragraphes 79 et 88. La défense avance encore au paragraphe 2218 que Van der Weyden convient qu'il y a d'autres possibilités que le ciblage intentionnel de civils en l'espèce. Mais ceci fait fi des explications de Van der Weyden sur lesquelles ce n'est pas la conclusion qu'il tire parce que mademoiselle Devlan aurait pu être visible juste avant d'arriver sur le pont, ce qui aurait permis au tireur de prévoir sa réapparition. Page 7137 à 7138. Et ce fait bat en brèche les calculs de Popovitch, déjà peu défendables du moment du coup de feu par rapport à l'apparition de la victime alors qu'elle sortait du pont, et tout ça est vidé de son sens, un point que la défense n'a pas du tout pris en compte. La défense dit au paragraphe 2218 que Van der Weyden reconnaît que l'absence de preuves concernant la balle et le calibre jette le doute sur l'origine du coup de feu, et ceci est une totale déformation des propos de Van der Weyden. Van der Weyden n'a reconnu que le fait qu'il avait dû estimer le calibre de la balle, mais il ne reconnaît pas que ceci
représente une spéculation concernant l'origine du feu, transcript 7138 à 7139. Je poursuis, Monsieur le Président. Le Président, moi si ça vous convient, nous prendrons la pause. Oui, dit Madame Gustafsson. Nous prendrons la pause d'une vingtaine de minutes et nous reprendrons l'audience à 11h38.